Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Arnold dans lequel je te présente le jeu 7th Sea, City of Five Cells, qui est basé sur un vieux jeu RPG que j'ai beaucoup aimé dans les années 90, qui s'appelait évidemment The 7th Sea. Fait que c'est un jeu de piraterie et de sorcellerie. Celui-là, c'est un collectible card game, donc c'est un jeu pour l'instant, il y a juste une boîte de base qui existe, qui va sortir ou qui vient de sortir en magasin, ou qui va sortir bientôt. Et ce jeu-là, donc, on prévoit éventuellement d'autres extensions, et donc c'est le genre de jeu que tu sais d'avance qu'est-ce que tu vas acheter, mais tu vas te construire un deck de cartes pour affronter un adversaire. Dans la boîte de base, il y a deux factions. Il y a des règles pour jouer à 3 à 4. Je ne les ai pas essayées. J'ai essayé juste les règles à 2. C'est un jeu de Pine Box Entertainment, soit dit en passant, qui nous a été gracieusement fourni. Là, je vais pouvoir t'en faire une revue maintenant que j'ai une critique maintenant que j'ai joué quelques parties. Sache que tu t'embarques dans un collectible card game si tu arrives à l'intérieur de ce jeu-là. Fait que le type de jeu, tu vas avoir à collectionner des cartes, construire ton deck avant une partie. Celui-là, il y a des particularités dans la construction du deck. Et tu vas essayer de tapocher l'autre jusqu'à temps que tu gagnes la partie. Donc, comme d'habitude, je vais t'indiquer comment on installe le jeu, comment on y joue. Je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Donc, première chose qu'on va faire au niveau de la mise en place, on va aller placer nos 3 cartes de lieu principal. On va avoir les docks, qui sont comme ça ici, le forum, puis le grand bazar. Juste à côté de ça, on va avoir un deck de ville qu'on va avoir à aller brasser et placer juste à côté. On a une série de jetons dont on va avoir besoin, fait qu'il y a des jetons de renommée qu'on va se garder pas loin. On va avoir les jetons des contrôles des factions qui vont être en jeu. Disons qu'on va jouer avec ces deux factions-là, on les verra dans quelques instants. Et on a les jetons de menace dont on va avoir besoin pendant la partie. La prochaine étape, ça va être de choisir sa faction. Fait qu'il y a 5 factions qui viennent dans le jeu de base. Ce sont des decks qu'on doit construire d'avance. On te suggère des decks préconstruits. Fait que disons que pour mon exemple, on va faire affronter ces deux factions-là. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un deck de faction? On va avoir notre carte de leader. Notre carte de leader, on va la placer dans la zone qu'on va appeler sa maison, Home. On va avoir un deck de cartes Scheme ou un deck de cartes de début de tour de jeu, j'y reviendrai. Dans ce deck de cartes-là, on a 5 personnages, on les reconnaît parce qu'ils ont tous une valeur en points de vie. Et on a 5 cartes événements qu'on va avoir joué dans les tours. Ça, ce deck-là, on n'a pas besoin de le brasser. Et c'est un deck qu'on va se construire, fait qu'il est composé de cartes spécifiques à notre faction, avec le symbole de notre faction, auquel on peut ajouter des cartes qui viennent d'un deck neutre, qu'on peut aller choisir dans notre construction de deck avant la partie. Ça, on va se placer ça, on n'a pas besoin de le brasser, c'est des cartes qu'on va choisir. Et ensuite, on va avoir notre deck de faction qui est composé de 40 cartes. Encore une fois, des cartes composées de notre faction, mélangées avec des cartes qui vont venir d'un deck générique qu'on peut aller chercher. Ce deck-là, on doit le brasser. Nous ne pigerons pas de cartes dedans en début de partie. On a une phase à faire avant. Notre adversaire va faire la même chose, donc il va aller faire sa mise en place. Et après, on est prêt à commencer à jouer. Maintenant, comment fait-on pour gagner une partie de City of Five Cells? Il y a différentes façons. Premièrement, si à la fin d'un tour de jeu, un joueur contrôle les 3 lieux principaux, il va gagner la partie automatiquement. Deuxième façon, pendant la partie, on va aller placer des jetons de renommée sur ces différents lieux-là. Et à la fin d'un tour de jeu, on va gagner les points de renommée des lieux qu'on contrôle. On se rappelle que si on contrôle les 3, on gagne, mais si on ne contrôle pas les 3, dans cet exemple-ci, le joueur rouge ferait 2 points de renommée, le joueur bleu en ferait 1. Le premier qui se rend à 7 va l'emporter. Le fait de contrôler les 3 zones passe en premier par contre. Fait que si dans le même tour de jeu, il y a quelqu'un qui contrôle les 3 zones et que l'autre arrive à 7, ça se peut pas vraiment. Mais disons que c'est le joueur qui contrôle les 3 zones qui gagne en premier. Également, si on élimine le chef adverse dans une partie à 2 joueurs, si on est le dernier avec un chef, donc si je réussis à éliminer lui, je vais gagner immédiatement la partie, ça passe en premier. Autrement, le jeu a un maximum de 5 tours de jeu. Si à la fin du 5e tour de jeu, il n'y a pas encore de gagnant, on va vérifier qui a le plus de points de renommée et celui qui en a le plus va l'emporter. Maintenant, quelle est la structure générale du tour de jeu? On va aller suivre ces petites cartes d'aide mémoire-là qui sont très très importantes sur du temps passant et on va se rendre compte que chaque tour de jeu est décomposé en 5 phases. On va avoir la phase de Dawn, fait que l'aube, où on va aller rajouter des nouvelles cartes dans la ville. Ensuite, on va avoir la phase de planification. Des joueurs vont jouer leurs cartes personnages et événements pour le tour. La phase de High Drama, donc la phase dramatique, où on va jouer nos actions en tant que telles. La phase de Plunder, où on va aller récupérer les points de renommée puis on va vérifier certaines conditions de victoire. Et la phase de Crépuscule,
où on va, dans le fond, réinitialiser la ville et on va aller vérifier si c'est la fin du 5e tour de jeu. On va vérifier la dernière condition de victoire possible. S'il n'y a pas de gagnant après la phase de crépuscule, ben on recommence à la phase d'aube et on continue comme ça pendant un maximum de 5 tours de jeu. Prenons-les une à une. Phase d'aube, elle est extrêmement simple. On va aller prendre le deck de ville, qui est ce deck-là ici, qui est le même dans chacune des parties, et on va ajouter une carte à chacun des lieux. Il y a différentes cartes qu'on peut ajouter. Ça serait extraordinaire que j'en pogne une de chaque dans mon exemple au hasard. Ce n'est pas le cas. On va pouvoir ajouter des attachments, des cartes qu'on va pouvoir aller attacher à certains personnages. On va pouvoir aller ajouter des personnages, characters, fait des espèces de mercenaires qu'on peut aller engager. Et on pourrait éventuellement aller ajouter des événements. Fait que disons que pour mon exemple, on va ajouter ça à la place. Fait que si on a un événement, ben ça veut dire que c'est un événement avec lequel je vais pouvoir interagir si je vais dans cette ville-là. Ensuite, on arrive à la deuxième phase, la planification. Dans la phase de planification, chaque joueur va aller dans son deck de planification qui a été préconstruit et on va aller choisir 2 cartes de notre choix. Disons que je choisis ces 2 cartes-là. Les cartes doivent être un personnage, donc avec une valeur de point de vie, et une carte événement, une carte scheme en fait, donc avec une valeur d'initiative qui est juste ici. Quand ces 2 cartes-là sont choisies, on va les mettre devant soi face cachée. L'adversaire va faire la même chose. Et quand les deux vont avoir révélé, vont avoir annoncé leurs cartes, on les révèle et on compare. Première chose qu'on va faire, on va aller mettre en jeu les personnages. Donc ce personnage-là va rentrer dans ma maison. Même chose de mon côté, fait qu'on a des nouveaux personnages qui sont actifs. Et on va les comparer l'initiative, qui est le petit soleil juste ici. Donc j'ai un 63 versus un 60. Le 63 l'emporte. Fait que ce joueur-là va gagner l'initiative, va gagner ce jeton-là, indiquant qu'il va jouer en premier. Ensuite, on va résoudre dans l'ordre d'initiative ce qui est en haut de la ligne noire. Fait que lui, c'est écrit qu'on ajoute un renom au doc et au forum. Donc, doc et forum, on ajoute un jeton de renommée. Lui ajoute un jeton de renommée au doc et au bazar. Donc, doc comme ça, bazar comme ça, un jeton de renommée. Les joueurs vont ensuite placer ces cartes-là dans leurs zones respectives parce qu'il y a des pouvoirs dont ils vont pouvoir se servir pendant la phase suivante pour activer différents effets de les cartes. Fait qu'on va les garder dans notre zone de jeu, se rappelant qu'on les a. Finalement, les joueurs vont piger leur valeur en carte. La valeur qu'ils vont piger, c'est le chiffre qui est juste ici en leur leader, fait que le dernier chiffre, dans ce cas-ci, moi j'en pige 7. Et ça va être modifié par la carte scheme que je vais avoir jouée. Dans mon cas, c'est modifié par 0, donc j'en pige 7. Alors que mon adversaire, lui, va en piger 6, c'est également modifié par 0. Donc, je vais piger mes 7 cartes, 3, 4, 5, 6, 7, et quand c'est fait, ben là, on a fini notre phase de planification. Mon adversaire fait la même chose, et on est prêt à passer à la phase suivante. La phase suivante, c'est la phase qui s'appelle High Drama. C'est la phase donc où on entreprend nos diverses actions. On a beaucoup d'actions différentes qu'on peut faire sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Pour l'instant, je vais me concentrer sur la structure du round. La façon dont ça fonctionne, c'est que chaque joueur va prendre une action, puis on va y aller à tour de rôle jusqu'à temps que les 2 joueurs passent de façon consécutive. C'est le genre de jeu où si je prends une action, mon adversaire passe, je décide que je prends une action ensuite, mais mon adversaire peut revenir dans le tour. Ça va vraiment arrêter seulement quand les 2 joueurs vont avoir passé de façon consécutive. Cela étant dit, quelles sont les actions que je peux faire? Bien, premièrement, je peux utiliser le mot-clé action sur l'une de mes cartes ou le mot-clé action sur une carte qui est dans ma main. Par exemple, j'ai le personnage ici qui est écrit Sorcerer City Action. Fait que ça me donnerait accès à une action que je peux prendre ce personnage-là puis faire une action avec elle aussi. Si elle est dans la ville, c'est écrit City Action. Fait que si elle est dans la ville, donc un des 3 lieux qui est en haut, ça c'est Home, ça c'est la ville, City. Ben elle aussi, elle a une action qu'on peut faire. Ça c'est limité, je peux faire ça. J'ai certaines cartes dans ma main, des cartes risques qui sont des espèces d'événements qu'eux aussi vont me dire, ben, City Action, fait que je pourrais défausser cette carte-là pour entreprendre l'action spéciale qui est écrite sur la carte. Deuxième chose que je peux faire l'action Move. Si je fais Move, ben, je peux bouger. Là, il y a 2 règles pour bouger. Première règle, si je bouge à partir de ma maison, donc de ma zone. Si je veux bouger un de mes personnages à partir de ma maison, je fais juste l'amener sur l'un des lieux de mon choix, puis maintenant, il est considéré comme étant dans ce lieu-là. Ça, c'est la première règle. Après, mon adversaire pourrait dire, moi aussi, je fais un move, tiens, moi, je m'en vais là. La deuxième règle, c'est si je bouge à partir de la ville. Fait que si j'ai un personnage qui est déjà dans la ville, comme c'est le cas de Léontine Giroux juste ici, mais je peux la déplacer, soit la ramener dans ma maison, soit la déplacer sur un des lieux qui est adjacent. Adjacent, donc celui-là il est adjacent aux 2 autres. Ces 2-là sont adjacents entre eux, ces 2-là sont adjacents entre eux, mais lui n'est pas adjacent à lui. Il n'y a pas une espèce d'effet de loop qui fait le tour. Si je veux donc prendre mon action d'activation puis de la déplacer vers un lieu, j'aurai à l'engager. L'engager, c'est-à-dire, en bon vieux terme magique, que je vais la taper, ce qui va limiter ce qu'elle va pouvoir faire la suite de son tour.
Mais donc, si je me déplace à partir de ma maison, c'est gratuit, mais si je me déplace d'un lieu à un autre, j'aurai à engager mon personnage, donc à le taper. Ça, c'est les règles de move. Je peux également jouer des équipements. Des équipements, c'est les mots-clés attachment. Fait que disons que je prends une action pour jouer Léontine, mon adversaire s'est déplacé pour aller là, et je veux équiper quelque chose sur Léontine. Quand on va équiper, on va avoir à payer le coût qui est ici. Dans ce cas-ci, c'est un coût de 0. Mais si le coût était de 1, 2 ou 3, bien, ça correspond à un certain nombre de cartes que j'aurai à défausser de ma main pour pouvoir entreprendre ce coût-là. Fait que toutes les cartes qui ont un coût, incluant les événements dont j'ai déjà parlé, si on veut pouvoir les jouer, ben on va payer le coût qui est ici pour pouvoir le jouer. Fait que dans ce cas-ci, comme c'est un coût de 0, je pourrais par exemple l'attacher juste ici. On doit faire attention, des fois il y a des restrictions. C'est écrit, je peux juste l'équiper sur quelqu'un qui a le mot-clé dueliste. Ce personnage a le mot-clé dueliste, fait que je peux l'envoyer ici, ce qui va améliorer sa valeur. Ça va lui donner une technique qui va améliorer sa valeur au combat. On y reviendra dans quelques instants. Pour terminer les équipements, je précise que ça fonctionne exactement de la même façon si on est vis-à-vis un équipement qui est dans un lieu. Donc, si Odette Dubois voulait s'équiper de l'équipement qui est juste ici, j'aurais à défausser 2 cartes de ma main. Et cette carte-là, je la prendrais et je l'équiperais à Odette, lui appliquant les pouvoirs spéciaux de cet objet à partir de maintenant. L'autre action que je peux faire, c'est recruter. Si je veux recruter une carte, ben, il faut que je sois sur un lieu où il y a une dite carte. Si je veux recruter un personnage, par exemple, je veux recruter le personnage qui est ici, son coût est indiqué ici, 6. Le coût, c'est la même chose que je viens de dire. J'aurais donc à défausser 6 cartes de ma main pour pouvoir recruter ce personnage-là. Si je le recrute, je le mets vis-à-vis le lieu où je l'ai recruté. Et à partir de maintenant, il est à moi, il est de mon côté de table, fait qu'il va agir comme un personnage, comme un de mes personnages, sans aucune restriction. Il y a plusieurs mots-clés, Weapon Master, Duelist, etc., qui vont faire référence à d'autres pouvoirs, d'autres trucs qui peuvent se déclencher. Si le personnage a le mot-clé Negotiable, ce qui est souvent le cas, lui est négociable, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on appelle un parlay avec lui. Si je veux faire un parlay, ben, je vais prendre un personnage qui est au même lieu que le personnage que je vais essayer de recruter. Par exemple, si j'étais comme ça, je pourrais dire je prends ce personnage-là, je l'engage et je réduis la valeur de recrutement de sa valeur en couronne. Fait que lui a une valeur en couronne de 2, fait que ce personnage-là ne me coûterait que 4 cartes à recruter au lieu de 6, mais j'ai dû engager Léontine pour le faire. Autre chose que je peux faire, je peux prendre le contrôle d'un lieu. Pour prendre le contrôle d'un lieu, je vais tout simplement comparer ma valeur en couronne à la valeur en couronne qui est en face de moi présentement. Il n'y en a pas. Fait que je pourrais dire Léontine tente de prendre contrôle du forum, donc je vais l'engager. Je dois engager pour faire ça. Comme j'ai pas d'opposition, je vais prendre l'un de mes jetons de contrôle puis je vais le placer juste ici. Si j'avais une opposition, j'aurais additionné toutes mes valeurs. Fait que dans mon cas, en engageant Léontine, ça me donne quand même une valeur de 2 parce que celui-là est à 0. Fait que ça n'aurait pas été supérieur à lui qui a une valeur de 3. J'aurais pas pu prendre le contrôle. Mais si j'avais eu en même temps, disons, Odette au même lieu, en engageant Léontine, je compte ma valeur totale de couronne. Fait que si j'étais à 5 contre 3 dans cette situation-là, je prendrais quand même le contrôle. Il n'y a rien qui l'empêcherait plus tard de venir amener plusieurs personnages et lui aussi de faire une action de contrôle. Si sa valeur en couronne bat la mienne, c'est lui qui prendrait le contrôle de ce lieu-là plus tard. Finalement, dans l'action de provoquer un duel, qui est de loin l'action la plus complexe du jeu. Disons qu'on est dans cette situation-ci, Léontine y va pour la victoire, elle tente d'attaquer le chef adverse, donc Don Constanzo Scarpa, et elle veut le provoquer en duel. Je dis que je provoque en duel, je dois donc engager mon performer, donc le personnage que j'utilise pour cette action-là, et ça va déclencher un duel. Dès qu'un duel se déclenche, on va aller vérifier la valeur en combat du personnage. Ce personnage-là, il a présentement une valeur de combat de 2, ce qui veut dire qu'on va aller chercher 2 jetons de menace, on va aller les virer de bord, et on va les placer devant le personnage qui a reçu le duel, qui s'est fait défier en duel. Ce personnage-là a le choix d'accepter le duel ou de se sauver. S'il sauve, ça devient des dégâts, et le duel est terminé tout simplement. S'il décide d'accepter le duel, il doit jouer une carte de sa main, ce qui va déclencher le duel. Et une fois qu'il joue une carte de sa main, ça va déclencher des effets d'aller-retour jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jetons de menace ni devant aucun des 2 personnages. Fait que quand il joue des cartes duel, je ne sais pas si je vais réussir à avoir un exemple parfait, pas tout à fait, mais on va gérer ça. Quand il va jouer une carte duel, on va ignorer complètement toute la carte, fait qu'on va ignorer le personnage, les effets qu'il va avoir, on va aller regarder juste la valeur qui est ici en bas à gauche. Si je décide de jouer une carte, je vais appliquer ces effets-là en les prenant un par un. Le premier effet, c'est l'effet de riposte, c'est le nombre de jetons que je vais renvoyer à mon adversaire de menace.
Le deuxième effet, c'est l'effet de parade. Après avoir fait la riposte, c'est le nombre de jetons de menaces que je vais m'enlever. Et ensuite, c'est le thrust, donc le coup d'épée, c'est le nombre de jetons de menaces que je vais ajouter. Fait que disons que je regarde ce qui est devant moi, ça me semble être une très bonne circonstance. Je vais décider de jouer cette carte-là. J'ignore complètement tout, je regarde juste ça. Je déclenche 2 de riposte. Fait que je prends mes 2 jetons de menace et je lui renvoie. J'ai 0 de parade, c'est pas grave parce qu'il me reste plus de jetons de menace devant moi. Et j'ai 1 jeton de trust, donc je lui ajoute 1 de combat. Cette carte-là, maintenant, on va se faire une espèce de ligne de combat qu'on va garder pour se garder une trace du combat. Je regarde ma main, je dis qu'est-ce que je pourrais faire. Ben tiens, disons que je fais celui-là. Je vais jouer cette carte-là, fait que même chose. J'ai fait 2 jetons de riposte, mais moi, heureusement, grâce à ma technique qui est ici, que je peux déclencher en début de partie, j'ai un +1 de riposte. Fait que je renvoie donc un 3e jeton de riposte. J'ai pas de parade, mais c'est pas grave, il n'y en a pas ici. Et je rajoute un jeton de menace, moi aussi, grâce à ma carte. Cette carte-là, on l'envoie dans ma ligne de cartes qui a été jouée pour le combat. Et on continue comme ça en faisant des allers-retours. Pour continuer mon exemple, pour bien expliquer comment ça fonctionne, disons que je joue cette carte-là, donc on voit que je n'en riposte aucun, mais j'en parade 2. Si j'en parade 2, je fais tout simplement juste les défausser. Et ensuite, j'en ajoute 3 directement à mon adversaire. Cette carte-là, je l'ajoute à la ligne, fait que les 3, je les ajoute directement à mon adversaire, comme ça, ici. Comme j'ai fini mon activation à moi pendant ce combat-là, puis qu'il m'en reste devant moi, ben ces jetons-là, je vais les prendre en dégâts. J'ai pas réussi à toutes les bloquer. Si je me rends à la valeur de dégâts, de valeur de points de vie que j'ai, dans ce cas-ci 7, ce personnage-là est éliminé. Si on élimine le chef, on se rappelle qu'on gagne la partie. Fait que donc, moi, j'ai 3 de threat qui revient vers moi. Je vais regarder dans mon deck de cartes. Et on va continuer comme ça. Fait que peut-être que je pourrais encore faire ça ici. Peut-être que je pourrais jouer celle-là. Peut-être que je pourrais jouer celle-là, etc. Si on joue une carte qu'il y a le mot-clé manœuvre, ben ça va indiquer qu'on va déclencher l'effet de manœuvre en plus. Fait que si mon adversaire c'est un mercenaire, ce qui n'est pas le cas, les mercenaires c'est ceux qu'on engage dans le milieu, je gagnerais ce bonus-là en plus de faire l'effet qui est juste ici. Mais les cartes manœuvre donc vont me donner des effets supplémentaires. Fait que par exemple, si j'aurais un +1 de riposte contre un mercenaire, fait que j'aurais 3 puis 1 de trust contre un mercenaire, etc. Mais c'est juste les manœuvres qu'on va déclencher. Fait que si c'est un dueliste qui se bat, ben je peux jouer cette carte-là pour faire un effet supplémentaire, etc. Fait qu'on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de menaces. Fait que si je suis pas capable de bloquer ces 3 coups-là, par exemple, ben je vais me les transformer en points de dégâts complètement. Je pourrais me mettre un 3 comme ça. Puis si jamais le personnage y atteint sa valeur en points de vie, comme je l'ai déjà indiqué, ben il s'en va dans ce qu'on appelle le locker, ce qui est la pile de cartes détruites. Et ce personnage-là, on n'y a plus accès le reste de la partie. L'autre chose qu'on peut faire, évidemment, c'est de passer. Et il y a aussi, comme je l'ai déjà dit, si on passe 2 fois de façon consécutive, la partie est terminée. À la fin d'une phase d'engagement, toutes les cartes qui ont été jouées pendant cet engagement-là, pendant ce duel-là, on va les défausser dans une zone de défausse personnelle. Et on se rappelle qu'on a beaucoup de cartes qui peuvent avoir des mots-clés réaction. Fait que par exemple, celui-là ici, si mon adversaire justement joue une manœuvre pendant un combat, je vais pouvoir canceller son effet grâce à ma carte de scheme que j'ai joué en début de partie. Fait qu'on continue comme ça jusqu'à temps que les 2 joueurs passent de façon consécutive. Ensuite, on va arriver dans la phase de plunder. Dans la phase de plunder, on va commencer par vérifier si quelqu'un contrôle les 3 zones. Si c'est le cas, ben, il vient de gagner la partie. S'il n'y a personne qui contrôle les 3 zones, disons qu'on est comme ça, ben, à la place, chacun des joueurs va contrôler les jetons de renommée qui sont sur les zones qu'il contrôle. Fait que le joueur rouge gagnerait ces 3 jetons-là. Il serait à 3 sur 7 que ça y prend pour gagner la partie, alors que le joueur bleu a gagné ce jeton-là. Il serait à 1 sur 7 pour ce qu'il a besoin pendant la partie. Finalement, on arrive dans la phase de crépuscule. Dans la phase de crépuscule, s'il reste des cartes sur ces zones-là, on va toutes les défausser dans une zone commune. Les zones vont toutes perdre leur marqueur de contrôle, c'est à refaire tous les tours de jeu. Et chaque personnage revient dans sa maison respective. Donc ce joueur-là reviendrait avec ses 3 cartes, l'autre reviendrait avec ses 3 cartes également. Donc ça irait comme ça, juste ici. Et là, on serait prêt à commencer un nouveau tour de jeu. Si c'était la fin du 5e tour de jeu, ça veut dire qu'on a joué ce deck de cartes-là au complet. On va à la place vérifier qui a le plus de points de renommée et cette personne-là va l'emporter. Alors voilà, c'était en gros les règles de 7C. Premièrement, au niveau des composantes, comme d'habitude, pas grand chose à dire, la qualité de carte est bien, pas extraordinaire, mais bien. Le design visuel des cartes, je l'aime bien. Il y a un look
presque rétro dans la façon dont les personnages, les lieux, les équipements sont dessinés. Il y a vraiment un look vieux jeu de cartes à collectionner, vieux RPG. Fait que j'aime bien parce que ça me rappelle le bon vieux RPG 7C que j'ai joué quand j'étais plus jeune. Ça, j'apprécie. Les jetons sont plus du côté cheapette qu'efficace. Par contre, c'est juste quelques counters sur le jeu, il n'y en a pas tant que ça dans le jeu. Fait que ils font ce qu'ils ont à faire, j'aime bien. Par contre, les jetons threat, je les trouve intéressants, qui sont réversibles. Fait qu'on calcule les threats pendant la phase de duel, puis quand le duel est terminé, on fait juste virer ces jetons de bord-là, puis ça indique le nombre de points de dégâts que tu prends. Ça, j'ai trouvé ça sympathique. Le plus gros désavantage, probablement, au niveau des composantes, c'est le livre de règles. C'est Pintbox Entertainment. Malheureusement, c'est pas le premier jeu que j'ai d'eux autres. J'ai déjà eu le jeu Deadwood d'eux autres. Puis celui-là, le livre d'instruction, il est pas super bien fait. C'est pas un jeu qui est facile à apprendre. C'est pas un jeu qui s'enseigne facilement à cause du livre de règles. Il y a une espèce de livret d'apprentissage puis un livret plus détaillé. Mais le livret d'instruction, c'est malheureusement pas une force. C'est une faiblesse qui, selon moi, empiète sur la capacité à entrer et à apprendre ce jeu-là. Au niveau du gameplay, par contre, c'est un jeu que j'ai trouvé fort intéressant. Je suis pas à la base nécessairement un méga fan des jeux de cartes à collectionner. J'ai Marvel Champion qui est un peu sur ce modèle-là. C'est pas mal le seul que j'ai. J'ai Horror Arkham aussi, fait que j'en ai deux, mais ils ont le même core box. Mais donc, celui-là, je trouve qu'il amène des aspects qui sont intéressants dans les jeux de duel. Il y a les grands classiques de ce jeu-là, fait que placer des unités devant soi, les équiper avec des affaires spéciales, puis attaquer l'autre qui est en face de soi. C'est des grands classiques, évidemment, taper pour montrer que le personnage est engagé, qu'on peut plus s'en servir. Mais lui, il y a un aspect de contrôle de territoire que j'ai trouvé fort intéressant. Il y a 3 lieux qui sont sur le plateau. Il n'y a pas de jet à faire quand on essaie de prendre le contrôle d'un lieu. Il faut juste avoir plus de points de contrôle que l'autre vis-à-vis ce lieu-là. Fait que ça me rappelle ce qu'il avait fait justement dans Doomtown Reloaded. Donc, ça fait que l'aspect de contrôle de territoire, je le trouve super sympathique. Placer ses personnages, prendre le contrôle d'un lieu, faut que je fasse attention. Si toi, tu essaies de prendre le contrôle des 3, faut que je t'en vole au moins un, sinon tu gagnes la partie, tu gagnes les 3 lieux tout simplement. Mais je peux me concentrer parce que c'est moi qui vais décider via les cartes que je vais jouer où je vais placer des points de renommée. Fait que je peux me concentrer à juste essayer de contrôler toujours le même lieu, en contrôler juste un, mais le booster de points de renommée pour qu'au bout de 2-3 tours de jeu, j'ai les 7 points de renommée dont j'ai besoin. Ou je peux me construire un deck pour essayer tout simplement de taper ton leader puis gagner la partie de cette façon-là. Fait que j'ai beaucoup aimé l'aspect que tu te déplaces physiquement avec ton personnage, ta carte va se déplacer sur certains lieux. Les lieux sont pas tous adjacents entre eux, fait qu'il y a une partie intéressante qui va se jouer sur cet aspect de contrôle de territoire-là. Puis le fait qu'il y ait plusieurs conditions de victoire, je trouvais que ça ouvrait le jeu de façon quand même intéressante. Le deck de cartes de ville, je le trouve hyper intéressant. J'ai hâte de voir s'il va en avoir plus qui vont sortir dans d'autres extensions, parce que ça amène une variété. Les 2 joueurs ont accès à ce deck de cartes-là au complet, peu importe comment tu as construit ton deck. Puis c'est des cartes que je peux aller acheter pendant la partie, fait qu'il y a quasiment un aspect de deck building à l'intérieur de la partie pour me racheter des personnages, des événements spéciaux, etc., des équipements que je peux racheter à mes personnages. Je trouve ça très, très sympathique. J'aime que tu construises 2 decks d'avance. Tu construis ton deck noir, qui est tes personnages puis tes événements que tu vas jouer au début de chacun de tes tours, puis tu construis ton deck gris, qui sont les cartes que tu vas jouer en tant que tel pendant ta phase active. Ça, je trouve ça intéressant. C'est un jeu, par contre, qui est au niveau, qui penche du côté lourd en termes de complexité. Il y a énormément de mots-clés, là, je les ai à peine abordés. Il y a énormément de mots-clés à se rappeler. Si le personnage est une brute, un mercenaire, un red hand, etc., il va y avoir des affaires, la différence, les personnages sont duellistes, sorciers, etc. Il y a beaucoup de mots-clés à se rappeler. Il y a 2 aides mémoire qui viennent avec le jeu qui sont quand même assez loadées recto verso en termes de texte, d'icônes à se rappeler. Fait que c'est un jeu quand même assez complexe à apprendre et à maîtriser. Je considère pas du tout, j'ai joué peut-être 4-5 parties, je considère pas du tout que je le maîtrise super bien. J'ai essayé 4 des 5 factions, ils ont des feelings différents. Je suis pas encore très bon pour construire un deck que je trouve efficace. J'ai perdu la plupart des parties que j'ai jouées. Mais je trouve vraiment qu'il y a des idées intéressantes. L'espèce de card play qui est à l'intérieur, le côté qui ressemble d'ailleurs à Marvel Champion, où les cartes que je vais jouer, je dois les payer avec des cartes que j'ai de ma main. Puis surtout, ce que je trouve vraiment le fun, le plus gros point de jeu qui est, je trouve intéressant pour moi, c'est les combats. Quand je m'engage contre un autre personnage pour l'attaquer, c'est pas juste j'ai plus haut que toi, j'élimine ton bonhomme, j'ai 8 de 4 de défense, il est mort. Il y a vraiment tout un espèce de jeu
qui commence à s'installer, ou ben là, quand tu m'attaques, ça me fait une menace de 2, ben tiens, toi, je te redonne tes 2 de menace, puis je t'en rajoute 2 de plus, fait que là, maintenant, c'est une menace de 4 contre toi. Fait que si t'es bloques pas, ton bonhomme, il est juste mort. Attends un peu, je suis capable d'en bloquer 3, fait que j'en prends un, mais regarde, je te fais tel effet en échange. Sauf que plus tu t'engages dans un combat qui est long, plus tu vides ta main de cartes. Après, t'as plus de cartes. Si tu joues 5 cartes pendant un combat, t'as plus rien à faire après. Alors, puis c'est juste 5 tours de jeu, fait que ça passe quand même assez rapidement. C'est des games de 45 minutes, 1 heure que j'ai joué à date. Là. C'est un jeu assez rapide. Mais donc, dans le combat, j'ai trouvé ça super intéressant de dire, OK, lui, ce personnage-là, je le laisse faire. Mon adversaire, il a déjà brûlé 3-4 cartes pour m'éliminer. Moi, j'en brûlerai pas davantage. Ça va, je perds mon bonhomme, mais ça me permet de garder plusieurs actions pour le tour qui reste à jouer. Fait que je trouve que l'espèce d'aller-retour qu'il y a dans la phase de combat est vraiment très, 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 très cool. J'ai hâte de voir s'ils vont continuer à l'habiter, à le faire vivre avec d'autres extensions, d'autres factions, puis d'autres pouvoirs. Mais comme petite boîte, puis il y a déjà toutes ces cartes-là, tu sais, mes 5 decks, les 5 factions que j'ai à l'intérieur du jeu sont déjà construites, sont jouables les 5 présentement. Puis j'ai déjà tout ça de cartes qui n'est pas pris, fait qu'il y a quand même un peu de deck building que tu peux faire avec ce qui vient dans la boîte de base. Tu as quand même assez pour en faire, puis manipuler 2 decks, construire 2 decks qui sont intéressants, puis qui ont de la rejouabilité, je trouve. Mais donc, j'ai été quand même agréablement surpris. Je l'attendais avec une certaine anticipation parce que j'avais beaucoup aimé le jeu de rôle quand j'étais plus jeune. J'étais craintif parce que c'est la compagnie qui a fait Doomtown Reloaded, jeu duquel j'ai fini par me départir parce qu'il n'est pas jouable tellement qu'il est compliqué. Celui-là, il est beaucoup plus accessible, mais il reste quand même dans la moitié, mettons, dans le tiers très complexe de ce genre de jeu de cartes-là. Je suis pas un grand connaisseur de Magic, je ne sais pas à quel point Magic s'est rendu complexe aujourd'hui, mais je peux te dire que celui-là, il l'est. Il n'est pas facile à apprendre. Mais si tu le rentres dans une rotation de 2-3 personnes qui aiment ça, jouer à ça, puis qui jouent beaucoup, je pense que tu peux avoir quelque chose de fort intéressant entre les mains. Fait que tu regarderas ça, si c'est quelque chose qui t'intéresse quand ça va sortir en magasin, ou si ça sort en magasin, ça devrait plus être tellement long. Sur ce, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était City of Five Cells. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Avant de te souhaiter une excellente fin de journée, je vais t'inviter à t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à venir nous visiter, Twitter, X en fait, Facebook, Instagram, et pourquoi pas venir nous visiter sur Patreon, nous supporter pour qu'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi, cher navigateur.